Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Alors, vous avez écouté probablement la conférence de presse de François Legault hier, où vous avez peut-être aussi vu passer dans les journaux que, il semblerait que la situation de fascisme sanitaire au Québec n'est pas prête de se terminer demain la veille, si on peut dire, OK? Gardez là, pour l'instant, on a le gouvernement qui prétend que les hospitalisations sont encore beaucoup trop élevées, malgré le fait qu'il y a une baisse de cas très importante au Québec présentement. Alors, écoutez, il y a de ça peut-être environ une semaine. Puis écoutez, je veux pas m'envoyer des fleurs là, mais j'avais prédit en fonction en fait, là, quand le couvre-feu est entré en vigueur, OK, il y avait déjà une très grosse baisse des cas qui était déjà enclenchée avant que le couvre-feu entre en vigueur, OK. Alors, quand j'ai fait une vidéo qui parlait de ça, j'avais dit que probablement d'ici les 2 prochaines semaines, probablement qu'on serait déjà dans le 1500 cas, OK? Écoutez, l'académie m'a donné tort du fait que j'avais parlé de 1500 cas et là, on est actuellement en train déjà d'avoir des baisses là, qui vont aux alentours d'environ 1300 cas. Alors, écoutez, les choses se passent quand même plus vite que je pensais. Écoutez, ça, je pense, c'est une excellente nouvelle. Ça, je vous en avais parlé aussi. Gardez des épidémies du genre coronavirus comme on a présentement, la SARS-CoV-2, il y a une grande question de saisonnalité là-dedans, OK? Alors, c'est pendant l'hiver qu'elle est la plus forte. Et une fois rendu au mois de janvier et admettons au mois de février, tout ça, c'est là à ce moment-là que, pour toutes sortes de raisons, entre autres les journées qui s'allongent et ainsi de suite, le virus il perd en puissance beaucoup, OK? Et aussi, il faut dire qu'il y a là, le principe d'immunité collective qui agit comme une espèce de sorte de filtre aussi. Alors, c'est pour ça que les épidémies, comme par exemple la grippe, on les voit apparaître, admettons, là, au milieu d'automne. Après ça, sont très fortes pendant l'hiver. Et après ça, rendu au mois de janvier, février, ça se trouve à diminuer. Pareil pour la mortalité. Donc, la SARS-CoV-2 ne sera pas différente là-dessus, OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, moi, j'ai suivi la situation depuis des mois, OK? Je suis extrêmement intéressé par le sujet, pas juste à cause du fait que, regardez, moi, je suis choqué parce qu'on s'est fait enlever nos libertés pour une question totalement que je considère ridicule, en fait, là. Mais c'est des affaires qui m'intéressent pareil, OK? Alors, dans les années 2000, on se trouve à avoir vécu deux autres épidémies, bon, qui n'ont pas finalement donné grand-chose, là. On a eu l'épisode de SRAS en 2003 et on a eu aussi l'épisode de MERS qu'on appelle, qui est arrivé à peu près au début, en tout cas, dans les années 2014-2015, mais on a beaucoup, ici au Québec, entendu parler du SRAS, le MERS beaucoup moins, OK? Puis après ça, ça l'a pas donné grand-chose, mais en tout cas, je m'étais pas nécessairement très intéressé là, à ces deux, bon, en tout cas, épidémies-là, si on peut dire. Mais là, dans le contexte de la pandémie qu'on vit présentement, et aussi pour fin de la vidéo aujourd'hui, j'ai sorti certains graphiques. Mais tout d'abord, j'ai quelque chose que je souhaite discuter avec vous. Étant donné que je ne suis qu'un citoyen comme un autre, je ne suis pas un professionnel de la santé. OK? Alors, je n'ai aucun titre professionnel médical, malgré le fait que je suis quelqu'un qui m'est beaucoup intéressé à l'épisode de COVID-19. Gardez, mes avis sont basés sur des avis scientifiques. Alors moi, j'ai fait partie des groupes de personnes qui ont pris leurs informations auprès des professionnels de la santé qu'on considère dans le groupe des rassuristes. Dans le discours médiatique, tout ce que vous voyez passer tout le temps, c'est le discours des collapsologues, ou ce que j'appelle aussi les apocalyptiens. Donc, on sait depuis le début de la pandémie qu'il y a de très grandes divergences dans le milieu scientifique et médical. Alors, libre à vous de choisir dans quel clan vous êtes. Alors, comme je vous dis, moi personnellement, les avis que je vous donne maintenant, ce ne sont que des avis
que je base sur les connaissances que je me suis faites de cette pandémie-là, en fonction aussi des informations que les scientifiques m'ont données, mais en aucun cas, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'avis scientifiques. On est ici dans un but purement divertissant et surtout, je pense que dans le contexte qu'on est rendu, où ce qu'on commence à manquer un petit peu d'espoir, et il ne faut pas se fier sur le gouvernement là, de fasciste Legault, soit dit en passant, je le rebaptise. Néandertalien Legault, regardez, je pense que ça peut être dégradant pour nos ancêtres, nos aïeuls, les hommes de Néandertal. Donc, on va plutôt l'appeler fasciste Legault. Alors, c'est ça. Donc, question de nous remonter un petit peu le moral. On va apprendre un petit peu certaines affaires et on va voir que malgré que le gouvernement ne nous donne absolument aucun espoir, à mon avis, à moi, on peut se fier sur la nature pour nous aider à nous sortir de cette codémie-là, cette espèce de crise imaginaire. Puis quand je dis imaginaire, je dis pas que la COVID n'existe pas, mais quand je dis imaginaire, c'est que le gouvernement et les autorités sanitaires collapsologues, eh bien, elles nous font peur pour absolument aucune raison justifiée. Alors, on va maintenant procéder à l'analyse de certaines affaires. Et comme je vous dis, c'est purement dans un but de divertissement. Merci et de votre attention. Si on débute par une petite mise à jour des données qu'on a présentement dans le site du gouvernement pour la COVID. Alors, aujourd'hui, nous avons 1295 nouveaux cas. Ensuite de ça, il nous parle encore des nouveaux décès, mais c'est pas grave, les liens épidémiologiques, hein, vous savez, en tout cas. Ensuite de ça, les hospitalisations, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Là, écoutez, François Legault capote sur, fasciste Legault, je veux dire, capote sur les hospitalisations. Mais voyez-vous, par rapport à hier, les hospitalisations ont baissé de 47 et elles s'établissent maintenant à 1217. Quant aux personnes aux soins intensifs, elles sont présentement du nombre de 209 et elles ont diminué de 3. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, regardez, on a, déjà hier, on avait, je pense, 1300 cas, quelque chose de même, mais il y avait fait une vingtaine de mille de tests. Et là, aujourd'hui, 1295 cas, donc les cas ont vraiment beaucoup baissé quand même par rapport à hier. Et ils ont boosté, vous savez, là, la seule chose que le gouvernement a su faire dans toute cette crise-là, c'est bien de faire des tests. Alors, ils ont fait 38 410 tests. Donc, c'est bien entendu que si le gouvernement avait fait, par exemple, je ne sais pas, mettons 28 000 tests, je pense que c'est à peu près ça qu'il avait fait hier, écoutez, on serait en bas de 1100 cas aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment super intéressant quand même de suivre la situation au niveau factuel. On oublie là le gouvernement qui base aucunement ses affaires sur la science et les médias qui, eux, c'est seulement sur la peur. Vraiment là, qu'on analyse les données qu'on a, on se rend vraiment compte des affaires qui se passent, OK? Alors, maintenant, on va passer à, je vous dirais, une espèce d'introduction 101. Comment est-ce qu'une épidémie se passe d'habitude? Alors, voyez-vous, ce graphique-ci, là, c'est concernant l'épidémie de SRAS qu'on a connue en 2003. OK? Alors, voyez-vous, là, ça ici, ça commence en novembre. Et après ça, quand vous avancez dans le temps, on arrive au mois de janvier. Bon. Alors, voyez-vous, ici, il y avait un petit pic. Puis là, après ça, vous arrivez exactement dans la même situation qu'on a vécu avec la COVID-19. Alors là, vous avez eu une espèce de gros pic de cas ici, OK? Et ça s'est terminé à peu près au mois de juin. Quand on regarde qu'est-ce que nous, on a vécu avec la COVID, en fait, l'année passée, le graphique, là, il ressemblait vraiment pas mal à ça. Ce qui va différencier beaucoup la situation entre la COVID et le SRAS, OK? Et la raison pour laquelle on n'en a pas entendu parler, c'est qu'apparemment que le SRAS, rendu au mois de juin, il a complètement disparu, puis après ça, on n'en a pas entendu parler. Alors, l'année passée, la COVID, ce qui a été un petit peu particulier, et c'est pour ça, entre autres, que Didier Raoult est resté un petit peu bête, c'est que normalement, lui, devait s'attendre à ce que la COVID-19 se conduise de cette façon-là, OK? Et quand que les gens commençaient à nous parler de deuxième vague, tout ça, Didier Raoult, ce qu'il dit, c'est, écoutez, nous, des épidémies de ce genre-là qu'on a vu avant, c'était jamais arrivé qu'il y avait une deuxième vague. Par contre, on va faire des petites nuances là-dedans.
Là, après ça, il y a eu pendant l'été que c'était pas mal mort, pour ainsi dire. Et après ça, la COVID est revenue en force. OK, bon. Alors, c'est là qu'il y a eu l'espèce d'apparition d'une deuxième vague. Alors, si on prend ce que Didier Raoult a dit, c'est que selon lui, étant donné qu'il y a eu des mutations, des variations, des variants du virus qui sont bien trop différents de ce qu'on avait vu au printemps passé, donc l'épidémie qu'on vit depuis l'automne passé, en fait, c'est comme une nouvelle épidémie. Alors lui, selon lui, c'est comme une nouvelle vague. OK? C'est pas une deuxième vague d'un virus qui n'existe plus. OK? Bon. Mais c'est ça un petit peu qui est particulier avec la COVID-19 par rapport au SRAS où ce que ça a été un one-time show, puis après ça, il ne s'est rien passé. Par contre, alors ici, on est en 2014 et nous avons l'épidémie de MERS. Donc ça, c'était un autre syndrome respiratoire là, qui, voyez-vous, a fait une courbe quand même très semblable. Alors, il y a eu très peu de cas ici, là, par exemple, admettons, jusqu'au mois d'avril. Et après ça, au mois d'avril, nous avons eu encore l'espèce de grosse patente. Et le MERS, à la base, s'était terminé à peu près au mois de mai. Bon, alors ça, c'est comme ça que ce virus-là sévit. Par contre, là, dans un contexte de mondialisation maintenant, et surtout dans un contexte où ce que la science médicale a énormément évolué pour le suivi de ce genre de coronavirus-là, entre autres, ou peu importe, de maladies respiratoires, et aussi la technologie qui nous permet de pouvoir faire des génomes et des tests, entre autres. Alors là, le MERS, il nous a emmenés dans une autre réalité. Ça, si on regarde ici, c'est encore le graphique du MERS, OK? Alors, vous avez ici 2013. Donc, c'est à partir de 2013 qu'on a vu l'apparition du MERS. OK? Et là, une fois rendu ici, donc là, ça vous ramène un petit peu au graphique de tantôt, mais là, bon, la courbe est un petit peu différente. Alors là, c'est là qu'on voit qu'il y a eu une espèce de gros pic, OK? Par la suite, il y a eu une autre espèce de petite vague. Ça, c'est l'automne. Donc, à l'automne 2014. Et ensuite de ça, il y a eu une autre petite vague. Ça, c'était, voyez-vous, c'était environ au mois de mars, quelque chose comme ça. Et après ça, vous avez eu une autre grosse vague. Par contre, voyez-vous, les couleurs sont différentes. Alors, quand vous êtes, admettons, dans le bleu ici, là, vous êtes plutôt au niveau là, de l'Arabie Saoudite, par exemple. OK? Donc, on voit que le MERS, en 2014, donc, la vague de MERS en 2014, elle sévissait beaucoup au Moyen-Orient puis en Arabie Saoudite, OK? Par la suite, donc, elle a survécu, OK? Et elle s'est transférée, voyez-vous, en République de la Corée. Donc, c'est un petit peu ça probablement qui s'est passé. La raison pour laquelle que la COVID-19 a survécu, c'est qu'il y a eu un phénomène de transport du virus d'un endroit à l'autre, OK? Et une fois rendu ici, donc probablement que, puis ça malheureusement, je n'ai pas l'information, mais le variant qui doit être ici doit être probablement différent de celui qu'il y a là. Alors, c'est un petit peu le même type de phénomène qu'on a vécu avec la COVID-19. Ici, nous avons les graphiques de la pandémie que la Chine a vécu l'année passée, OK? Alors, voyez-vous, ici, là, ça, c'est là qu'il y a eu le plus de cas. En fait, là on est dans la région de Guangdong, OK? Alors, on est au mois de janvier à peu près. On voit que la pandémie chez eux a été quand même assez faible. Par contre, il ne faut pas oublier une affaire, c'est que, tu sais, quand on regarde, vous avez vu tantôt les graphiques, admettons, du SRAS et du MERS. Là où ces virus-là sévissent le plus fort, c'est pas pendant le mois de janvier, mais c'est vraiment plutôt au mois d'avril et de mai, entre autres, OK? Alors, eux, la pandémie, c'est vraiment ici, puis là, après ça, elle était, pour ainsi dire, terminée, et il ne faudra pas se le cacher non plus, la Chine a fait des confinements extrêmement sévères, beaucoup plus que ceux qu'on a vécu ici. Alors, eux, ils ont vécu leur affaire ici. Après ça, on s'entend qu'à cause des voyageurs et des touristes, tout ça, l'épidémie s'est transférée en Europe et elle s'est transférée aussi en Amérique. Et après ça, nous l'avons eu ici, alors que chez eux, c'était pas mal terminé. Bon, alors là, vous avez d'autres villes là, qui ont vécu des affaires un petit peu moins graves, mais ça vous donne un petit peu une idée de où ce que ça vient, tout ça. Bon, alors là, on se recule en 2020. On voit ici, puis là, regardez ça, là, ce sont des cas. OK? Des cas, pas des décès, là, c'est des cas. Donc, on voit qu'au niveau des cas, il y a eu beaucoup plus de cas en avril. Après ça, pendant l'été,
c'est là que s'est passé des affaires spéciales et c'est là que les variants, les mutations se sont vraiment plus faites. Et quand on est arrivé à l'automne, alors là, à ce moment-là, on avait un COVID-19 complètement nouveau qui avait muté, écoutez, avec des rhinovirus qu'on appelle. Et là, à ce moment-là, quand on a vu, admettons, dans les tableaux d'Didier Raoult, ici, on avait des couleurs de génome qui étaient, mettons, brune-beige. Et ici, on se retrouvait avec des génomes qui étaient bleu-vert. Fait que ça n'avait absolument rien à voir, OK? Alors là, ici, on voit par contre qu'il y a beaucoup plus de cas. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que la mortalité de cette deuxième épidémie-là n'a rien à voir avec celle-là ici, OK? Donc, le virus mutant ici est plus contagieux, mais il est quand même moins dangereux que celui-ci, que la version originale. Alors, ce qui s'est passé ici, on ne le sait pas. Donc, il y a eu des mutations. Didier Raoult, lui, il a comme hypothèse que c'est peut-être là dans des élevages de visons. Alors, en Scandinavie et même en France, apparemment qu'ils ont des élevages de visons. Et les visons et les humains, donc les coronavirus sont capables de s'adapter très facilement entre les deux systèmes, OK? Alors, nous, on peut le transmettre aux visons et les visons peuvent nous le retransmettre après. Alors, pendant l'été que nous, la pandémie était, pour ainsi dire, quasiment terminée, probablement qu'il y a eu des espèces d'incubation de virus dans les élevages de visons. Et une fois rendu à l'automne, les visons nous ont retransmis là, la COVID et il y a eu toutes sortes de variants ensuite, OK? Alors, parlant justement des variants. Alors là, présentement, écoutez, partout dans le monde, il y a des variants différents. Donc, en Amérique du Nord, on a nos variants. Probablement qu'au Canada, on a nos variants. En France, ils ont des variants. En Angleterre, ils ont des variants. Blablabla. En Amérique du Nord, là, on est rendu qu'on parle de la Californie, de l'Amérique du Sud. En tout cas, mettez-en, le Brésil, en fait. Fait que c'est sûr que, regardez, au fur et à mesure que le virus s'est établi quelque part, eh bien, à ce moment-là, le virus va changer, OK, à force de se le passer d'une population à l'autre. Fait que si, admettons, un Brésilien attrape la COVID, ben là, lui, il va avoir une forme différente. Fait que si après ça, lui, il s'en va voyager ailleurs, ben là, sa souche brésilienne à lui, il va l'emmener ailleurs. Et là, ben, étant donné que c'est une souche, un variant qui n'est pas connu dans le nouveau territoire où ce qui s'en va, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, il y a une transmission qui peut se faire, OK? Alors ça, c'est ce qu'on observe présentement. Bon, sauf que c'est ça, c'est que, écoutez, malgré le fait qu'il y a des nouveaux variants, puis là, ben, c'est ça le problème, c'est que là, les collapsologues et le gouvernement qui essaient d'entretenir leur codémie, là, ils sont rendus complètement désespérés, ils ne savent plus quoi faire pour nous continuer à nous mentir. Ben là, ils nous parlent rien que des variants, là. Bon, OK, mais c'est pas grave. Les variants, ça reste quand même que c'est un virus de type coronavirus, OK, qui va avoir les mêmes contraintes de saisonnalité, OK? Alors, malgré le fait qu'il y a les variants qui apparaissent, ben c'est pas grave, ça reste quand même que les cas sont en chute libre ici. Et là, ça, c'est rendu au mois de janvier. Donc, les variants vont absolument rien changer là-dessus. Alors, quand on va arriver au mois de mars et au mois d'avril, écoutez, ça va redevenir complètement flat, ça, là, OK? Alors, à ce moment-là, ça va être difficile pour le gouvernement de se servir de l'académie pour nous dire que, bon, ben écoutez, là, il faut maintenir toutes les mesures sanitaires, les couvre-feux, écoutez. L'académie, elle va se régler toute seule, OK? Malgré les mesures scientifiques, là, ben, excusez, au contraire, les mesures sanitaires non scientifiques, l'académie va s'arranger d'elle-même. Par contre, le danger, ça va être de voir le suivi de ça, là. Parce que si on ne prend pas les mesures nécessaires pour endiguer une fois pour toutes la COVID-19, ce qui risque peut-être d'arriver, c'est que rendu à l'été, il va encore se produire des mutations qui vont passer sous le radar. Et après ça, la COVID va peut-être réapparaître à l'automne prochain. Alors là, si à un moment donné, on veut que le gouvernement arrête de jouer au yo-yo avec nous, là, de sort, dessort, confine, déconfine, mesure, pas mesure, nanana, il va falloir régler ça une fois pour toutes. Alors, en tout cas, en fait, la seule et unique alternative que le gouvernement a vue comme mesure finale pour régler l'histoire de la COVID-19, c'est de s'accrocher sur le vaccin. Le fameux vaccin. Alors, le vaccin que nous avons présentement, il est basé sur la souche
du printemps 2020 qui n'existe plus du tout, OK? Depuis ce temps-là, il y a eu des mutations et maintenant, c'est ça. Alors là, ce qui se passe présentement, OK? Et là, je vais vous faire un petit peu de vulgarisation, OK? Vous allez voir, moi, j'ai vraiment beaucoup d'imagination. Alors, question de vous faire rêver un petit peu pour les gens qui aiment voyager. On va mêler un petit peu nos passions ensemble. Moi, je suis un passionné d'aviation, OK? Bon. Alors, mettons que le virus est un pilote d'avion. Admettons que le virus du printemps passé est un Boeing 737-800. OK? Donc, un Boeing 737, c'est ça ici. OK? Donc, le vaccin est un pilote. Donc, il a été formé pour piloter le Boeing 737-800. OK? Mais là, l'affaire, c'est que depuis l'automne passé, là, le 737, il a évolué et il est maintenant devenu le Boeing 737 MAX. OK? Alors, si le vaccin est un pilote formé pour piloter un 737, on se dirait normalement que, écoute, tu es un pilote de 737, tu devrais pouvoir piloter normalement un 737 MAX, même si l'avion est tout à fait semblable ou quoi que ce soit, que vous arrivez dans le cockpit puis les boutons sont pas mal tous placés à la même place, c'est pas parce que vous êtes un pilote de 737-800 que vous êtes nécessairement formé pour piloter le 737 MAX. On a vu qu'est-ce qui s'est passé là avec, il y a de ça environ 2 ans, le pauvre 737 MAX qui... Écoutez, c'est une évolution d'une vieille plateforme. Boeing a décidé de remplacer les moteurs par des moteurs beaucoup plus performants et ils ont installé un système informatique dedans qui servait à éviter l'avion de faire certaines manœuvres que le pilote ne serait pas capable d'arranger. Mais le problème, c'est que les pilotes n'avaient pas été formés pour ça. OK? Donc, les accidents, à cause d'une coupe de... En tout cas, une coupe d'informations... En tout cas, une coupe de... Un concours de circonstances, donc, tu sais, il y a eu des accidents, il y a des 737 MAX qui se sont écrasés, OK? Bon. Alors, le vaccin actuel, OK, écoutez, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas capable de piloter un 737 MAX, OK? Par contre, s'il arrive un problème, le vaccin n'est pas formé sur le nouveau modèle. Alors, c'est un petit peu ça qui inquiète la communauté scientifique, c'est qu'on ne sait pas encore précisément si le vaccin, qui est pour l'ancien modèle, s'il peut dealer avec le nouveau modèle, OK? Alors, dans certains cas, peut-être que oui, mais peut-être que non. Alors ça risque probablement de diminuer énormément son efficacité, OK? Alors là, il y a déjà des rumeurs qui disent que les pharmaceutiques vont modifier un petit peu leur recette pour essayer de tenir compte des nouveaux variants. Mais là, le problème, c'est qu'il y en a tellement des variants qu'un vaccin ne peut pas contenir tous les variants, là. À un moment donné, quand vous avez dans la petite fiole, tu sais, vous avez, admettons, là, des petites boules qui sont toutes de la même couleur. OK? Donc, dans leur tête à eux, ça, c'est le virus. Mais là, rajoutez des variants là-dedans. Alors là, vous enlevez des boules de couleur puis vous en mettez d'autres à la place. Mais là, le problème, c'est qu'à un moment donné, votre vaccin devient inefficace. Là. Vous ne pouvez pas mettre 10 variants dans le même vaccin. C'est impossible de faire ça. Alors, c'est un petit peu ça le problème du vaccin et du gouvernement qui pense que ça va être notre solution miracle qui va nous sortir de la crise. En plus, on a vu comment est-ce que la campagne de vaccination est vraiment faite tout croche, là. On n'est pas capable d'avoir les doses, mais là, le problème, c'est qu'actuellement, on a, l'académie qui est en train de plonger toute seule, OK? Le problème aussi qu'on a avec la campagne de vaccination actuelle, c'est que habituellement, nous ne vaccinons pas pendant une pandémie. Habituellement, on va toujours vacciner avant une pandémie. OK? Donc, si, admettons, on prend par exemple le vaccin de la grippe. Donc, habituellement, nous sommes vaccinés pour la grippe à l'automne, avant que l'épidémie reprenne, OK? Et une des raisons qui fait pour laquelle, entre autres, le vaccin de la grippe n'est pas plus efficace qu'entre 20 et 40 %, c'est parce que
en fait, là, les scientifiques, ils font un guess. Donc, ils se disent, bon, ben là, normalement, on devrait avoir cette souche de virus-là. Alors là, ils mettent ça dans le vaccin, puis finalement, c'est déjà arrivé que la nature nous a fait mentir et là, a amené une autre souche d'influenza. Et à ce moment-là, le vaccin pour la grippe a déjà été complètement inefficace ou des fois, il est à moitié efficace, en tout cas. C'est vraiment un jeu de la roulette russe, ça, là. Mais par contre, on ne vaccine pas les gens pendant qu'il y a une pandémie. Bon, alors là, ça, c'est certaines questions que je reçois, admettons, des personnes, OK? Alors, comme je vous le dis, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais j'ai quand même certaines connaissances, puis il y a beaucoup de bon sens là-dedans, OK? Il y a beaucoup de logique. Alors, ce que je vous dis là, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, mais je vous dirais que selon moi, j'aurais pas de misère à me faire confirmer ça par... Puis encore là, comme je vous dis, moi, je fais partie de la gang des scientifiques là, rassuristes. Je veux rien savoir, moi, là des collapsologues, OK? Bon. Alors, est-ce que... Parce que là, regardez, on voit des nouvelles sensationnalistes, pour ainsi dire. Il y a des personnes âgées qui sont vaccinées, qui attrapent la COVID, puis après ça, ils meurent. Bon, fait que là, écoutez, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont tirer leurs propres conclusions. Alors, la question est la suivante. Est-ce que le vaccin de la COVID donne la COVID? La réponse est non. OK? Est-ce que le vaccin de la COVID tue des gens? La réponse en tant que telle est non. Bon, alors, là, je vais vous donner encore un bon exemple. La raison pour laquelle que, habituellement, nous ne vaccinons pas des personnes pendant une pandémie est la suivante, OK? Bon, alors, on fait encore de la vulgarisation. Admettons que le système immunitaire est une personne qui veut aller suivre des cours de karaté. OK? Et que votre enseignant, votre professeur de karaté, c'est le vaccin. OK? Bon, alors, normalement, la façon que ça fonctionne, c'est qu'avant d'aller affronter un adversaire, ben vous êtes supposé vous pratiquer un petit peu avec votre professeur de karaté. OK? Bon. Alors, le vaccin, lui, il est là pour préparer votre système immunitaire à se défendre. OK? Mais, écoutez, pendant vos pratiques, là, tu sais, que vous vous chamaillez un petit peu avec votre professeur, c'est fatigant, ça. OK? Donc, quand que vous faites inoculer un vaccin, ben votre système immunitaire, il s'affaiblit. OK? Après ça, il va se renforcer, il va développer ses techniques, puis après ça, là, il va être ceinture noire, puis il va être prêt à affronter son adversaire. OK? Là, le problème de la stratégie vaccinale présentement, là, OK, c'est que, regardez, premièrement, le public cible, là, c'est des personnes âgées en fin de vie. Bon, alors on s'entend déjà en partant que de vouloir donner un cours de karaté à quelqu'un de 90 ans, ben, il risque pas d'être aussi fougueux que quelqu'un de 20 ans. OK? Fait que le système immunitaire, c'est exactement la même affaire. Donc là, vous arrivez avec un vaccin qui est un ceinture noire qui veut essayer de donner des cours de karaté à une personne âgée ceinture blanche là, qui a de la misère à mettre son kimono, là, excusez, en tout cas son kit de karaté. Alors, c'est bien certain que le système immunitaire, il n'est pas de taille pantoute, là, puis il ne peut pas s'améliorer non plus. Puis là, le problème du fait de vacciner les gens pendant la pandémie, c'est que, contrairement à d'habitude, où on prend le temps de se battre avec notre professeur de karaté, de devenir bon, puis après ça, d'avoir notre ceinture noire, ben là, c'est que pendant que vous êtes en train de vous battre, là, il y a votre adversaire qui rentre sur le ring, puis là, ben, votre professeur, il vous a mis à terre, puis là, il y a votre adversaire qui commence à vous tapocher dessus. Après ça, surprenez-vous pas pourquoi que les gens tombent malades. Leur système immunitaire est comme déjà vulnérable parce qu'il veut se défendre contre le vaccin, ce qui est tout à fait normal. Puis là, en plus, vous allez leur rajouter un virus dans le tas. Alors, c'est sûr que les gens, à ce moment-là, ne sont pas prêts à recevoir le virus. Alors, les gens tombent malades. Et pour répondre à la deuxième question,
Est-ce que le vaccin de la COVID tue des personnes âgées? La réponse est non, pas directement. Ce qui tue les personnes âgées, c'est vraiment la COVID, mais à cause que le système immunitaire de ces personnes-là, qui est déjà affaibli, est totalement effacé par le vaccin que les personnes âgées ne sont pas capables de supporter. Alors là, vous avez la COVID qui rentre là-dedans. Vaccin, COVID, système immunitaire de personnes âgées, c'est la pire des solutions pour achever des gens. Alors, c'est ça, les décès des personnes âgées présentement. C'est pas plus compliqué que ça. À savoir, est-ce que la thérapie génique modifie l'ARN? Écoutez, moi, mon avis, c'est que non. OK? Moi, la thérapie génique, là, déjà à la base, c'est un vaccin qui a été envisagé pour soigner le cancer. OK? Alors, c'est quelque chose qui est expérimental, qui, comparativement à un vaccin traditionnel, qui est beaucoup plus facile à programmer qu'un vaccin normal que vous êtes supposé prendre le virus, essayer de l'affaiblir, là, de le dompter, puis après ça, vous le shootez aux personnes, OK? L'ARN, c'est pas tout à fait la même affaire. C'est comme une espèce de clé, là. Alors, c'est comme si, admettons que le virus est une Honda Civic, puis que là, le vaccin ARN, en fait, ce qu'on fait, c'est de graver la clé de la Honda Civic pour qu'elle puisse démarrer. OK? Fait que ça, vite de même, c'est pas trop compliqué. Mais là, le problème avec les variants qui viennent, c'est que la clé, elle fit plus, là. Voyez-vous? Fait que là, vous êtes obligé de reprogrammer plein de clés. Fait que là, c'est compliqué, là. Alors que si on fonctionne dans l'ancienne façon de faire avec les vaccins traditionnels, si je vous explique c'est quoi une Honda Civic, ben regardez, vous allez savoir c'est quoi une Honda Civic. Mais là, tu sais, voyez-vous, c'est ça qui différencie beaucoup la thérapie génique. Alors moi, à mon avis, c'est mon avis, comme je vous dis. Je pense pas que le vaccin ARN soit dangereux pour la santé. Par contre, je pense pas qu'il soit efficace pour le coronavirus. Mais ça, c'est juste mon avis à moi, là. Alors, écoutez, mais là, regardez, on verra qu'est-ce que ça donne, là. De toute façon, la science va nous le prouver avec la longue. Mais là, le problème, c'est que, regardez, si on se base, admettons, sur les données qu'on a d'Israël, qui est probablement le pays le plus vacciné du monde, ben c'est que leur courbe de cas qui avait de la vaccination ou pas était déjà en train de baisser. Alors, on ne sera jamais encore là capable de prouver scientifiquement que cette baisse de cas-là qui est due au vaccin. Mais en tout cas, regardez, on verra bien, là. Alors, mes chers citoyens lucides, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je voulais, c'était vous donner un petit peu d'espoir parce qu'on ne peut pas se fier sur le gouvernement pour nous encourager ou nous donner des petites tapes dans le dos. Là, écoutez, ce qui va être très inquiétant, ça va être de voir au printemps prochain, là, regardez comment que la situation va se passer, là, mais que le beau temps reprenne, puis que les gens vont commencer à ressortir, là, puis que là, ça va faire plus qu'un an qu'on va être là-dedans. Le gouvernement sera plus capable de nous vendre sa codémie puis ses mesures de fascisme sanitaire. Alors, en tout cas, au moins, on peut faire confiance à la nature, comme toujours. Et si ça vous a aidé aussi un petit peu à comprendre le phénomène de COVID-19, tant mieux. Si vous avez des questions, vous avez le fil de commentaires en bas. Mais comme je vous dis, je ne suis pas un professionnel de la santé. Par contre, regardez, ça fait moi aussi un an à peu près que je suis la situation très, très, très en détail, là. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre un petit peu de vous donner mon avis qui, selon moi, sur le détecteur bullshit, là, vous ne devriez pas péter des scores de gravité, mettons. Alors, mes chers citoyens lucides, je vous souhaite une bonne journée. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.